Nous sommes le 29 octobre 2025. Peuple d'Afrique, peuple du monde libre, vous qui nous suivez depuis la Russie, un peu partout aussi en Afrique, recevez nos salutations et bienvenue sur Gandhi Malien TV, une filiale. Et Gandhi Malien, sa filiale surtout Africaine TV. Nous recevons Michael. Michael, c'est notre collègue et c'est notre correspondant aussi. Michael est du média partenaire intitulé African Initiative. Aujourd'hui, nous avons jugé nécessaire d'aborder les thèmes sur cette guerre commerciale et à la fois aussi une guerre psychologique, le tout dans un ensemble d'une guerre hybride livrée contre le peuple malien engagé dans sa souveraineté et engagé contre le Mali par ricochet contre les pays de l'Est et évidemment contre tous les alliés du Mali. C'est dans ce cadre que nous avons sollicité l'intervention de Michael pour qu'il nous apporte son analyse depuis Moscou. Michael, bienvenue dans le cadre de l'émission Le mot de Michael. Bonjour et bienvenue. Bonjour cher général, bonjour cher public de Gandhi Malien TV. C'est encore une fois un grand plaisir d'être avec vous et de partager ce plateau avec mon co-animateur brillant. Aujourd'hui, on a jugé effectivement de parler de ce qui se passe aujourd'hui au Mali avec le crise pétrolier, avec le crise énergétique qui est, je crois, le sujet le plus pertinent, le plus euh, aigu aujourd'hui dans le pays. Ok Michael, sans plus tarder, je sais que vous avez une pensée forte à l'endroit du Mali. Vous avez séjourné ici au Mali, vous avez y fréquenté plusieurs pays africains. Vous qui avez y à fréquenter le Mali, comment vous voyez déjà cette crise et cette crise des carburants provoquée de toutes les pièces par certaines puissances? Comment vous voyez ça? Quelle est votre analyse depuis Moscou? Je vois et je crois que tout le monde qui a ses yeux à regarder, tout le monde comprend que c'est une situation provoquée et créée sous la pression des circonstances externes, pas internes, pas des circonstances réelles. C'est une crise qui a été provoquée par des organisations terroristes sur le territoire du pays et des pays et des régions limitrophes au Mali, mais notamment c'est le JNIM qui attaque les convois pétroliers du pays. Et c'est pas par hasard que ce sont seulement des convois avec du pétrole qui sont attaqués. Si on parle d'une guerre, d'une réelle guerre, où les deux parties veulent s'opposer, veulent annihiler le rival, etc., etc., s'emparer de pouvoir, on parlerait d'un blocus total où tous les convois sont attaqués, où tous ceux qui se déplacent dans des zones vulnérables sont attaqués et soit tués, soit capturés. Mais ici, on voit que ce sont les convois pétroliers, les cisternes qui sont attaquées et détruits par les terroristes. Pourquoi ils font ça?
euh, parce qu'ils ont leur mission, leur tâche qui est fixée par des forces externes, surtout la France, mais nous voyons également l'ingérence des États-Unis dans la situation interne de Mali. Ils ont fixé la tâche, surtout la France, de déstabiliser le pays, de déstabiliser le gouvernement et le peuple malien euh, pour pouvoir affaiblir ces autorités qui sont en place pour avoir encore un autre coup d'État ou pour pouvoir stormer les villes, la capitale. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont en tête comme le résultat final, mais le résultat provisoire qu'ils visent, qu'ils ciblent, c'est la déstabilisation du pays. Et ils sont également équipés par ces forces externes avec des munitions, des armements nécessaires pour euh, détruire les cisternes avec efficacité et simplicité. Euh, Ils ont déjà détruit plusieurs centaines des cisternes, plusieurs et même nombreux convois, euh, mais euh, euh, on voit également que aujourd'hui, le gouvernement commence à riposter à ces attaques. C'est juste hier que le ministère malien de la Défense et des anciens combattants a sécurisé un convoi de plus de 200 cisternes qui est arrivé à Bamako et qui peut un peu soulager la crise énergétique dans la ville. Et je crois qu'avec les jours à venir, on va voir de plus en plus des opérations comme ça qui vont assurer la stabilité tout d'abord énergétique et puis la stabilité sociale et politique du pays. Ok, Michael, vous avez dans votre intervention évoqué beaucoup de choses, mais il y a des points qui ont retenu notre attention. Les premiers points, vous avez fait allusion à une complicité, voire en tout cas des commanditaires. Parce que ceux qui sont ici à l'intérieur ne font qu'obéir aux ordres. Maintenant, les ordres viennent d'autres pays. Et à l'occurrence, vous avez cité la France. Mais ce qui ne nous a pas échappé, il y a les États-Unis aussi que vous avez évoqués. Jusqu'où on peut situer les degrés de complicité, d'implication des États-Unis dans cette histoire, c'est la première chose qui retient notre attention. La deuxième chose, vous aviez dit, de plus en plus, l'armée malienne va continuer de sécuriser ce convoi. Et cela ne donne pas aussi lié à comment éliminer définitivement la menace terroriste ici au niveau du Mali et dans l'espace AES. Donc, pour commencer avec la première question, oui, je crois que c'est un peu évident pour tout le monde que les forces terroristes dans le pays sont appuyées par plusieurs puissances mondiales, notamment la France,
qui veut, par cette crise énergétique, euh, qui veut un peu euh, riposter pour le coup d'État échoué il y a plusieurs semaines pendant cette investigation du coup d'État en préparation. On a vu retenir plusieurs agents d'influence français et même un citoyen français qui s'est dévoilé comme un agent, un employé de DGSE, de service de renseignement français. Et je crois que la France a été beaucoup gêné par ce coup d'État échoué, parce que la France ne fait que perdre ses positions en Afrique, pas seulement dans la région du Sahel ou de la France ou de l'Afrique occidentale, mais également en Afrique centrale, dans toute la région de l'Afrique centrale. Et je crois que cette crise énergétique au Mali, c'est une réponse aux autorités maliennes pour avoir pu supprimer ce coup d'État, pour avoir pu sécuriser la stabilité du pays et du gouvernement. Et également, la France, comme ça, elle montre que, oui, peut-être vous avez pu vous emparer du pouvoir, s'installer dans la capitale, mais quand même, moi, je peux toujours vous nuire, vous faire du mal, euh, et même essayer de déstabiliser votre pays, votre gouvernement. Donc, les munitions et les armements et le financement fournis aux groupes terroristes, c'est sans doute le soutien de la France. En ce qui concerne les États-Unis, on a vu ces derniers mois, euh, disons, l'entrée de ce pays, de cette puissance, dans le jeu géopolitique du continent africain. Ils ont envoyé plusieurs émissaires dans des pays africains. Et pour commencer, on a eu ce mini-sommet à Washington avec plusieurs leaders africains. Donc on voit que les États-Unis, pas à pas, peu à peu, euh, commencent à s'approcher de l'Afrique en termes de s'installer là-bas, d'avoir ses intérêts réalisés dans des pays africains. Donc, je crois que les États-Unis ont pu fournir l'aide euh, informationnelle, surtout au projet de la France et des groupes terroristes de cette création de la crise énergétique, c'est-à-dire les frappes des terroristes sont précises, sont bien organisées et de temps en temps sont même menées depuis plusieurs centaines de mètres à distance des convois ou par exemple avec des drones. Tout ça, ça nécessite beaucoup de données, d'informations qui peuvent être fournis par des services de renseignement. Et je crois que c'est ça la participation des États-Unis qui veulent s'insérer
dans le jeu africain, c'est la participation de leurs services de renseignement qui peuvent fournir les photos depuis des satellites spatials de notre planète pour pouvoir organiser et diriger ces frappes sur les convois pétroliers. Et il y a également, bien sûr, la participation de l'Ukraine, parce que jusqu'aujourd'hui, le régime ukrainien n'a pas nié la participation de ses forces dans la formation des forces terroristes dans le Sahel, notamment dans le pays. Et jusqu'aujourd'hui, on trouve des preuves de participation des mercenaires et des spécialistes ukrainiens dans les pays africains tels que le Mali ou par exemple le Soudan, où il y a quelques semaines, on a détruit une force conjointe des mercenaires colombiens et ukrainiens. Donc, l'Ukraine peut fournir des connaissances et des habiletés nécessaires aux terroristes pour qu'ils puissent attaquer les convois avec plus d'efficacité et avec moins de difficultés, et également fournir des technologies parce que quand même, il y a pas mal de drones qui sont produits en Ukraine et ils ont acquis beaucoup d'expérience, beaucoup de connaissances en termes d'exploitation de ces technologies des drones. Donc ça, c'est ce qui concerne l'ingérence des puissances étrangères dans cette crise au Mali. Ok, Et la deuxième question, ça concernait l'évaluation de la crise, n'est-ce pas? oui, effectivement. Est-ce que ça, tout ça, ça ne veut, est-ce qu'on ne doit pas, dans un terme beaucoup plus clair, est-ce qu'il n'est pas question de mettre sur la table un plan réel d'élimination, d'éradication même de tous ces terroristes? Euh, Bien sûr, hein, je crois que les FAMA, les forces armées maliennes, ont élaboré un projet un plan de comment mettre au terme à cette crise énergétique provoquée par les attaques sur des convois. On voit déjà que ce plan commence à être réalisé avec l'opération Réussite qu'on a vue hier. Bien sûr, moi, je connais pas les détails, les contenus de ce projet, comme je crois les connaissent très peu de gens pour ne pas donner des indices aux terroristes qui doivent être neutralisés. Puis, dès que le pays va être sécurisé en termes d'énergie, parce que ça concerne tous les autres domaines de la vie, allant de domaine militaire jusqu'à, je ne sais pas, production du pain, parce que ça nécessite également de l'énergie, du carburant pour faire amener le blé ou la farine, pour produire
le pain qui est produit avec l'énergie à la base du pétrole et des autres carburants. Euh, je crois que dans les jours, dans les semaines à venir, on va voir d'autres opérations réussites des forces armées maliennes. Et puis, je crois que il est vraiment question de mettre fin à l'existence de ces groupes terroristes. Mais ça, c'est déjà une question, euh, disons, transfrontalière. Tout d'abord, il faut pas penser seulement au Mali, mais également au Burkina Faso et au Niger, comme les trois pays font partie euh, de la Confédération de l'AES. Et on peut sécuriser, on peut contrôler le territoire malien, mais de l'autre côté de la frontière, juste dans une dizaine, vingtaine de kilomètres du territoire burkinabé ou nigérien, vous allez avoir les mêmes terroristes qui vont pouvoir riposter et attaquer le territoire malien, même si sur le papier, le territoire est nettoyé et bien sécurisé. Donc, ça doit être une décision euh, complexe qui va englober tous les trois pays membres de l'AES. Et c'est également la question de comment sécuriser les frontières de cette confédération. Parce que, comme on a discuté, ces forces terroristes sont soutenues par des puissances externes et de toute façon, les munitions, les armements, les fourrages, tout ça, ça vient en principal depuis l'étranger. Dès que les frontières de l'AES vont être sécurisées, dès que ce flux des biens, des marchandises et surtout des munitions et des armements vers les groupes terroristes va être coupé, sécurisé, ils vont pas avoir des armements à battre, ils vont pas avoir des munitions à tirer sur des soldats de l'AES ou sur les civils. Ils vont pas avoir des moyens euh, à faire la guerre au gouvernement, aux autorités légitimes de ces trois pays. C'est ça, je crois, la décision qui peut être, qui peut devenir le final de cette tragédie terroriste. Je crois et je connais également que les spécialistes russes ont proposé des solutions concernant les groupes terroristes et la crise énergétique au gouvernement malien, aux autorités maliennes. Euh, Ça s'est passé il y a quelques jours, peut-être une ou deux semaines.
Et crois que le gouvernement malien, les autorités maliennes vont faire leur choix, vont décider quelle est la meilleure stratégie pour résoudre cette crise et procéder à une élimination euh, définitive des terroristes avec l'aide des spécialistes euh, russes. Euh, un peu comme ça, je vois la solution finale à cette menace terroriste qui existe au Mali et dans la Confédération de l'AES. Ok, Michael, merci. Vous avez d'ailleurs anticipé sur une question qu'on voulait poser, sur qu'est-ce que la Russie peut faire pour aider le Mali dans ces cas précis. J'ai compris aussi, pour éradiquer le terrorisme, il faut forcément une solution. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle l'AS a été créée pour mettre fin à cette menace commune. Michael, un mot, nous allons continuer, mais un mot sur la résilience du peuple malien, parce que vous le savez, ça a été fait, vous l'avez évoqué dans votre exposé, ça a été, c'est une situation provoquée pour pousser le peuple malien à se retourner contre les institutions. Ça n'a pas été fait. Un mot sur la résilience du peuple malien. Oui, bien sûr. J'ai pas encore évoqué ça comme on a parlé plutôt du côté économique et militaire de cette situation. Mais juste avant que je procède à cela, j'aimerais dire que également en dehors d'une solution militaire, la Russie propose également de l'aide pour euh, un peu soulager la situation euh, assez difficile qui existe aujourd'hui dans des villes maliennes. Il y a également de l'aide humanitaire, par exemple via notre association partenaire Perspective sahélienne qui existe à Bamako. Et j'aimerais également préciser et souligner et stresser que oui, comme vous, cher général, venez de dire, AES a été créé dans cet objectif, dans cette optique de trouver une solution commune et finale à la menace terroriste. Mais malheureusement, on existe dans le monde réel où les héros ne peuvent pas vaincre des vilains dans une seule bataille, dans un seul jour. Ça prend du temps à former le personnel militaire, à le bien équiper et municier. Ça prend du temps pour créer le logistique fiable pour les armées de l'AES. Ça prend du temps pour bien coordonner, pour créer un système, un processus qui permet à bien coordonner toutes les forces armées de l'AES. Ça prend également du temps et de la force à sécuriser d'autres questions, des questions sociales, des questions économiques, des questions sécuritaires, migratoires, etc., etc., etc. Même que
la Confédération et les pays se trouvent dans une situation de crise sécuritaire et militaire. Il y a beaucoup d'autres questions qui sont également très importantes et qui doivent être réglées également par les autorités de l'AES et des autorités nationales des pays sahéliens. Et on ne va pas arriver à la victoire tant attendue, comme j'ai dit, dans un seul jour, avec une seule bataille. Ça va prendre du temps, ça va prendre de la résilience. Et c'est ça, la résilience. Euh, et c'est cette résilience du peuple malien qui vous a permis et qui vous permet aujourd'hui de survivre et juste vivre dans ces conditions difficiles de la crise énergétique. On a vu beaucoup d'exemples de cette solidarité, de cette euh, euh, unité du peuple malien avec des vidéos faites par des blogueurs, par des influenceurs. On a vu ça, comme moi j'ai des envoyés spéciaux toujours sur place à Bamako. Ils me racontent ce qui se passe dans les rues et eux, ils sont également affectés par cette crise. Donc, ils me racontent comment les gens euh, se se cotisent, par exemple, pour acheter du pétrole et utiliser un seul véhicule pour plusieurs passagers des maisons, des bâtiments voisins pour pouvoir voyager. Comment ceux qui sont un peu plus aisés, qui ont des moyens à acheter du pétrole, même avec les prix qui ont été beaucoup haussés, propose d'aider, d'amener ses voisins qui sont moins qui ont moins de la chance de les amener quelque part si c'est sur la route de cette personne. On voit vraiment également cette consolidation autour les autorités et le gouvernement malien. Le but qui a été fixé aux terroristes de déstabiliser, de désorganiser, euh, de faire les gens repousser euh, les uns les autres dans cette irritation, dans ce mécontentement, c'est échoué. Les gens, en effet, ont fait le contraire. Oui, ils vivent dans une situation difficile. Oui, ils ne sont pas, disons, euh, très contents ou heureux avec ce qui se passe, avec cette crise énergétique, mais dans le même temps, nous voyons que presque tout le monde comprenne
que c'est une crise artificielle, que c'est une continuation, prolongation de la guerre menée contre eux, contre le peuple malien. Et ça, c'est euh, l'un des problèmes qui accompagne ce combat, cette guerre pour la souveraineté, pour l'intégrité territoriale du pays. Et comme ça, ils ne se fâchent pas les uns contre les autres. Ils ne s'attaquent pas, ils n'attaquent pas le gouvernement. Ils s'unissent et ils se confient aux autorités maliennes pour vraiment les soutenir, les donner de la stabilité pour pouvoir bien continuer la lutte et l'élimination des terroristes. Parce que c'est très important pour les autorités qui sont composés des gens comme moi ou toi, général. Ce sont pas des robots ou l'intelligence artificielle. Ce sont des gens également. Et c'est très important pour eux de ressentir ce soutien, cette approbation du peuple. Quand toi, tu mets ta vie pour protéger, pour préserver la patrie, c'est très important de savoir, de sentir que derrière toi, il y a des gens qui te soutiennent, qui sont avec toi et qui ne sont pas contre toi. Donc, je crois que hum, ce que nous voyons au Mali, dans tout le pays qui est affecté par cette crise, et ce que vous, les Maliens, vivez aujourd'hui, c'est une épreuve magnifique et euh, majeure de votre solidarité, de votre unité et unanimité sur la voie que vous suivez. C'est vraiment des événements comme ça et comment vous les vivez, c'est ça qui devient le socle ou le ciment qui euh, crée et hum, stabilise et consolide la nation. Et vous vivez cette crise vraiment comme une nation. C'est ça ce que je vois depuis les actualités, c'est ça ce que mes employés voyons au pays, c'est ça ce que j'entends parler avec mes amis, avec mes partenaires qui sont au Mali, à Bamako et dans d'autres villes maliennes. Donc là, je ne peux qu'applaudir euh, la résilience et la solidarité du peuple malien dans cette situation et je ne peux que
vous appelez et vous rassurez que c'est dans cette solidarité et dans cette résilience que où se trouve votre victoire vraie et finale. Michael, avant de passer à la question suivante, nous vous remercions d'ailleurs pour votre mot à l'endroit de la résilience du peuple malien et surtout de ce soutien dont les dirigeants ont besoin pour pouvoir continuer cette guerre de libération. Nous savons que vous connaissez aussi une partie de l'histoire de la Russie. Vous, par le passé, aujourd'hui, la Russie, c'est une grande puissance. La première puissance nucléaire au monde. La Chine, aujourd'hui, c'est une grande puissance. Un grand géant aussi économique. Tous ces deux peuples ont eu à souffrir. Vous pouvez nous dire aussi les souffrances à quelques lignes, hein, pour aller rapidement. Qu'est-ce que le peuple russe a dû endurer? Qu'est-ce que vous avez connu comme sacrifice en quelques lignes pour pouvoir être là où vous êtes aujourd'hui? Vous avez connu des difficultés et parmi ces difficultés, quelles sont les difficultés les plus graves que le peuple russe a eu à traverser tout au long de son histoire? Et je pense que c'est une pédagogie qui va permettre à d'autres de comprendre que pour devenir une grande puissance, il faut aussi accepter de souffrir, il faut accepter certains sacrifices. Moi, je suis à 100% d'accord avec vous, général. C'est pour ça que j'ai parlé de cette résilience et de cette solidarité qui est toujours la base pour une nation, que ce soit une nation naissante, existante ou une nation euh, qui est ancienne. La Russie, le peuple russe, que ce soit sous la forme de l'Empire russe ou de l'Union soviétique, a dû beaucoup souffrir. On peut aller dans le Moyen Âge où on a eu l'intervention euh, armées des Mongols, des Tatars qui ont envahi notre pays qui a été à l'époque désintégré, désorganisé. Les comtes, ces petits États qui ont échappé au pouvoir central sont devenus indépendants avec des armées et des chefs de guerre séparés. Et comme ça, tout le monde a eu son indépendance, sa propre économie, armée, autorité, etc., etc., etc. Mais quand un ennemi qui est plus fort, plus organisé que même le royaume, le comté le plus puissant de cet territoire russe est arrivé, personne n'a pu les stopper, les vaincre. Chaque petit royaume, chaque petit État a été envahi et détruit l'un après l'autre parce que ils n'ont pas voulu s'unir et créer une seule armée, un seul centre de décision qui auront pu permettre de vaincre cet ennemi, ces Tatars et Mongols. Une centaine d'années passent, 150 ans passent, et il arrive une personne qui a pu euh, trouver le soutien, la compréhension, la solidarité
des gens, des habitants, des dirigeants de différentes villes et régions et ces petits États et comtés. Et il a pu rassembler tout le monde, toutes les armées, toutes les forces armées dans un seul organisme. Et c'est comme ça que l'ennemi qui a régné nos terres depuis plusieurs dizaines, même centaines d'années, a été vaincu et chassé de notre territoire. Seulement cette solidarité, finalement, qu'on a retrouvée, qu'on a restaurée, c'est cette solidarité, c'est cette unanimité, c'est cet pouvoir central qui nous a permis de se débarrasser de l'influence étrangère du pouvoir, de l'autorité étrangère, en effet. Puis on a connu plusieurs guerres, etc., 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 mais il y a deux guerres qui sont les plus marquantes dans cette question, c'est la guerre patriotique quand l'empereur, le dictateur français sous le nom de Napoléon Bonaparte, a décidé de faire la guerre à la Russie. Et il est venu chez nous, il est venu nous envahir, à vraiment nous envahir, pas juste faire la guerre, je ne sais pas, envahir une ou deux régions. Il est venu prendre notre capitale, il est venu prendre nos terres et nos ressources. Et c'est comme ça que tout le monde, qui même hier adorait la France, adorait Napoléon, adorait tout ce qui est français, la mode française, la musique française, l'armée française. Euh, le jour où ces Français, sous la main de Napoléon, sont venus nous envahir, ont rejeté toutes ces admirations de la France et se sont mis à battre et chasser ces Français jusqu'à Paris. Des empereurs et des membres de la famille royale jusqu'aux les paysans les plus bas, les moins formés, les moins aisés qui n'avaient peut-être pas toujours quelque chose à manger. Tout le monde s'est réuni pour repousser cette agression, ces envahisseurs. Et c'est pour ça qu'on a appelé ça la guerre patriotique, parce que tout le monde s'est battu pour la patrie. Et l'autre guerre qui ressemble beaucoup, c'est la Deuxième Guerre mondiale, qui est connue en Russie comme la Grande Guerre patriotique. Vous voyez cette similitude, cette ressemblance, guerre patriotique et la Grande Guerre patriotique. Parce que pour la deuxième fois, une puissance, une force majeure et très importante est venue nous envahir. Mais cette fois-ci, pas seulement nous envahir, mais nous détruire, nous réduire jusqu'au niveau des esclaves et des animaux qui ne vaut rien. Et c'est encore une fois que tout le monde s'est réuni. Les enfants ont travaillé dans des usines ou dans des champs pour produire des munitions ou
de la nourriture pour l'armée qui protège le pays. Les femmes ont remplacé les hommes qui sont partis protéger la patrie dans des usines, dans des positions, dans des travaux qui ont toujours été des travaux, des professions masculines. Les vieux, s'ils pouvaient, s'ils avaient la capacité physique, même à 60 ans, partaient pour la guerre, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes. Moi, par exemple, ma arrière-grand-mère, elle est partie sur les champs de bataille de la Deuxième Guerre mondiale, parce que c'est la guerre patriotique, c'est la défense de la patrie, c'est soit tes enfants et ces enfants vont continuer à exister dans ce pays, soit ce pays et tout ton peuple est annihilé. Et comme ça, encore une fois, avec cette solidarité, avec cette unanimité, on a pu repousser l'ennemi et le détruire. C'est, je dirais, trois euh, points clés, événements clés qu'on peut évoquer dans l'histoire russe qui nous ont montré que c'est vraiment la seule solidarité, l'union du peuple et du gouvernement, des autorités, la solidarité absolue dans le pays qui permet de surmonter n'importe quel problème, n'importe quelle menace, d'éliminer n'importe quel ennemi si le peuple est solidaire et résilient. Dès qu'on est divisé, dès qu'il y a des chuchotements, des questions, des idées euh, de comment faire différemment, de peut-être traiter avec l'ennemi, etc., etc., etc. Ça continue, ça crée cette division dans la société et la société, la nation, elle perd sa force. Elle ne peut plus euh, être solide et assez solide pour surmonter un obstacle ou détruire un ennemi. Et je vous rassure euh, que si vous ne perdez pas cette solidarité, euh, le peuple malien, les autorités maliennes vont surmonter tous les obstacles, vont détruire tous ses ennemis parce que c'est quelque chose que nous, les Russes, on a déjà euh, vécu. Donc, vraiment, rester solidaire, rester unis, rester résilient et vous allez arriver à des endroits que vous n'avez peut-être jamais imaginés. Ok, arriver à des endroits qu'on n'avait jamais imaginés. Michael, c'était bien, vous avez fait d'ailleurs, vous avez résumé un peu les différentes guerres que la Russie, vous avez connu beaucoup de guerres, mais les trois grandes guerres que vous avez eu à citer, au Moyen Âge face aux Mongols, aux Tatars, et ensuite cette guerre patriotique contre les barbares, les dictateurs, les prédécesseurs de De Gaulle et d'Emmanuel Macron, il s'agit de Napoléon. Et puis vous avez terminé avec la Deuxième Guerre mondiale
que vous appelez la grande guerre patriotique. Mais dans toutes ces guerres, vous avez fait cas de mobilisation de l'ensemble du peuple. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas temps aussi chez nous envisager la même mobilisation? Parce que je comprends bien chez vous, dans toutes les guerres patriotiques, d'ailleurs on les appelle des guerres patriotiques, parce que c'est l'ensemble du peuple chaque fois qui s'est mobilisé. Or, ici aussi, est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui appeler à peut-être à une mobilisation autour de nos forces armées de défense et de sécurité, une grande mobilisation autour des autorités de la transition portée par son Excellence Assimi Goïta? Nous avons déjà vu un début de mobilisation armée et un début de mobilisation armée du côté du Burkina avec les volontaires de la défense de la patrie qu'on appelle VDP. Est-ce aujourd'hui, au vu de la situation, sachant que les terroristes essaient peut-être de recruter aussi localement, est-ce mobiliser des volontaires, des chasseurs, tous ces volontaires aux côtés des forces armées du Mali, est-ce que ça ne serait pas bénéfique? Euh, je crois que vraiment, pour la première fois dans l'histoire du Mali actuel, c'est-à-dire depuis l'indépendance, après le départ du gouverneur français, le peuple malien a ses autorités qui sont pro-maliennes, qui sont nationalistes dans le bon sens, c'est-à-dire qu'ils travaillent pour le peuple, avec le peuple, contre les ennemis du peuple. Et c'est également pour la première fois que les autorités du Mali euh, ce sont pas des politiciens, des hommes d'affaires, quelqu'un issu des hautes couches sociales, ce sont vraiment des militaires qui sont sortis pour protéger leur peuple. Et c'est également pour la première fois que vous vous retrouvez dans cette guerre pour la souveraineté, pour l'intégrité territoriale, avec une compréhension et vision très claire. C'est pas pour la première fois que vous avez des terroristes ou des djihadistes, mais pour la première fois, vous êtes dans cette guerre avec une vision très claire, que vous êtes une nation fière, une nation indépendante, une nation solide et souveraine. Et ça, je crois, cette compréhension, cette vision qui n'est pas insérée par des autorités, mais une vision qui est issue du peuple et qui est partagée par le peuple, qui est créée par le peuple dans la quête de la paix et de la souveraineté. Et je crois que dans ce sens, vous êtes déjà dans une guerre patriotique pour le Mali, pour le Burkina Faso, pour le Niger
et pour la confédération de l'AES. Dans ce sens, avec votre vision, avec votre compréhension, vous êtes déjà dans une guerre patriotique. Parce qu'auparavant, on n'avait pas autant des voix euh, qui parlent d'unanimité de l'importance de protéger son pays, son peuple. On n'avait pas autant des gens qui montraient et montrent de différentes façons euh, la solidarité du peuple et le soutien au gouvernement. On n'avait pas aussi de bénévoles qui euh, participent dans les activités militaires, dans les hostilités. Vous ne participez pas avant dans ces guerres avec des partenaires fiables, avec des partenaires qui sont plus que des partenaires, des amis. Ici, je parle de l'Africa Corps, du ministère de la Défense, de Fédération de la Russie. C'est pas tout le monde qui a des amis, des alliés comme ça. L'existence des alliés, ça euh, prouve également l'existence d'une nation, parce que seulement des nations peuvent avoir des alliés, des partenaires. Vous pouvez avoir des partenaires économiques, des partenaires dans le domaine d'éducation, etc., etc., mais des alliés qui sont prêts à former des alliances, des pactes militaires. Ça, ce sont seulement des nations, de vraies nations qui peuvent le faire. Et je crois que encore une fois, vos autorités sont jeunes, que ce soit de l'âge, que ce soit de l'esprit, que ce soit en termes de combien de temps ils sont au pouvoir. Ça ne fait que quelques années. Si on parle du Mali, c'est quelque chose comme 4 ans. Si on parle du Niger ou du Burkina, c'est encore moins que ça. Même si vous avez euh, cet esprit patriotique, cette vision patriotique et souveraine, ça prend quand même du temps à s'installer dans cet esprit, à, à vraiment sentir, pas au niveau euh, de l'esprit, de conscience, mais au niveau du cœur, de l'âme, ressentir et comprendre euh, son devoir envers le pays, envers la patrie, le devoir de la protéger, de la sauver, de la soigner. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà compris ça, mais avec le temps, vous allez avoir tout le monde, tout le peuple, toute la nation qui va le comprendre. Je crois que les autorités maliennes
on fait déjà beaucoup pour la mobilisation du peuple et également pour la mobilisation des volontaires, des bénévoles, des gens qui font partie des FAMA. Bien sûr, c'est la triste réalité de la guerre. Les soldats perdent leur vie en défendant leur patrie et d'autres personnes deviennent la partie des FAMA. Mais encore une fois, vous avez cette vision, donner du temps à cette vision de bien s'installer dans les âmes et des cœurs de votre peuple. Parce que si encore une fois on fait comparaison à la Russie après la chute de l'URSS et après l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir, c'est pas dans 5 ans et même pas dans 10 ans que nous sommes arrivés à l'esprit, à la compréhension euh, que nous avons aujourd'hui dans notre pays, qui est également dans une situation du conflit, dans une situation de protection des terres et des citoyens russes. Je ne peux pas m'imaginer qu'une telle situation, qu'une opération militaire spéciale aurait pu se passer en 2010 ou en 2012 ou même en 2014 quand on a vu le retour de la Crimée dans la Fédération de la Russie. Non, ça prend du temps à former cet esprit et à le donner à bien s'installer dans les gens. Mais aujourd'hui, nous avons tellement des patriotes qui participent dans des hostilités en tant que des soldats, des bénévoles qui donnent de l'argent pour aider soit les soldats, les combattants, soit les habitants des zones affectés par la guerre, que ce soit aux familles, aux femmes, ou aux maris, ou aux enfants, ou aux parents des combattants dans cette opération militaire spéciale. Le pays est consolidé. C'est pour ça que le peuple soutient et aide dans tous les sens à tous ceux qui sont impliqués et affectés dans ce conflit. Je vois déjà ça, cet esprit patriotique au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Euh, mais pour vraiment avoir son potentiel à 100%, vraiment donner du temps. Comprenez ça, que cette libération de l'esprit, ça prend quand même du temps. Et peut-être ça peut prendre même un peu plus de temps que euh, vaincre une bataille ou une guerre, mais vous allez y arriver. Nous allons y arriver. Merci beaucoup, Michael. L'émission tire vers sa fin, mais on ne peut vous laisser partir comme ça sans peut-être solliciter quelques conseils de votre part, parce que le peuple malien est engagé dans une grande guerre patriotique contre certaines puissances impérialistes. Michael, selon vous, quelles sont les erreurs à éviter dans une telle situation? Euh, bon, il est un peu difficile à englober comme ça.
tout ce qu'il faut faire ou faut pas faire, mais je dirais quelque chose qui sera quand même, je crois, bon à faire ou à éviter selon l'expérience de notre pays et selon l'expérience que moi j'ai vécu dans l'Afrique de l'Ouest. Euh, le premier point, c'est ce qu'on a discuté pendant cette émission. C'est vraiment de rester unis. Euh, Comme on dit, oui, on a 5 doigts euh, sur notre main et chaque doigt est faible. On, on peut pas faire quelque chose avec un doigt. Mais quand on fait comme ça, et tous les 5 doigts sont rassemblés, on peut frapper fort. Ou on peut construire quelque chose. Euh, donc, c'est l'unité, la solidarité. Ça, c'est très important et c'est quelque chose dont l'absence ne va pas permettre à une nation, à un État de bien fonctionner. Regardez, s'il vous plaît, ce qui se passe aux États-Unis, en France, en Grande-Bretagne. En France, est-ce que le peuple est solidaire? Est-ce qu'il est uni? Et moi, je dis pas seulement le peuple, comme les gens ordinaires, mais également le gouvernement. Non, le peuple est divisé. Le gouvernement est tellement détaché du peuple que je crois les uns ne peuvent pas comprendre les problèmes des autres. Et même le gouvernement, les autorités, le pouvoir de la France, à l'intérieur eux-mêmes, ils sont tellement divisés. Marine Le Pen, Macron, Mélenchon, les autres, ils n'arrivent pas à trouver un terrain commun. C'est comme ça que vous avez la même personne devenir Premier ministre plusieurs fois et quand même être démissionné plusieurs fois et devenir le Premier ministre qui a servi le terme le plus court dans l'histoire du pays. C'est également ça qu'on a vu en Grande-Bretagne. C'est aujourd'hui dans notre époque qu'on a vu le Premier ministre avec le terme le plus court être né. Lise Truss, si vous vous souvenez, c'était quelque chose autour d'un mois ou même moins que 30 jours. Est-ce que c'est pas un, signe des différends très très profonds dans le peuple et dans le gouvernement? Je crois qu'il y a de meilleurs signaux que quelque chose ne va pas dans le pays. Et c'est ça qu'il faut vous éviter. Regardez la Russie, regardez la Chine, regardez l'Inde, regardez d'autres pays du monde multipolaire qui sont unis, qui sont solidaires et qui arrivent à leurs tâches, à leurs objectifs fixés. Et regardez les pays occidentaux, même les États-Unis avec leur président Trump qui essaie de faire quelque chose, qui essaie de changer quelque chose. Ils n'arrivent même pas parce que ça, je crois que c'est peut-être le pays le plus divisé
au monde, les États-Unis. Que ce soit au niveau des gens ordinaires qui ont tellement de la haine les uns envers les autres, qu'au niveau du gouvernement où ils ne peuvent pas se comprendre et s'accorder à comment gérer ce pays. Donc, unité et solidarité, ça va vous amener là où vous allez arriver. Euh, Deuxième chose, euh, il faut détruire son ennemi. Il faut pas, ça c'est mon opinion et c'est l'histoire la plus moderne de la Russie, si on compare la situation, ce qui se passe au Sahel aujourd'hui, avec la situation qu'on a eue il y a 20 euh, années ou quelque chose comme ça, au Caucase. On a eu la première guerre contre les terroristes, contre les séparatistes, contre les djihadistes. Et le président précédent, Monsieur Yeltsin, a décidé de faire la paix avec les terroristes. Mais quelques ans après, quand ils ont rétabli leurs forces, quand ils ont trouvé d'autres moyens à être soutenus depuis l'extérieur, ils ont recommencé les hostilités et il nous a fallu toute une autre guerre pour finalement neutraliser cette menace et pour réintégrer le peuple et la région qui a été sous le pouvoir des séparatistes et des djihadistes. Donc, si quelqu'un pense au Mali que faire la paix, faire un accord avec ceux qui continuent jusqu'aujourd'hui à tuer son propre peuple et à le diviser, je crois que c'est pas la plus brillante idée que vous pouvez avoir comme un Malien. Oui, après que la guerre est finie, après que vous avez vaincu vos ennemis, après que vous avez repris les populations et les territoires, il faut les réintégrer. Il faut pas continuer cette haine, ces tueries, etc., etc., etc. Il faut vraiment réintégrer ces territoires et ces populations pour que vous soyez un pays intègre, un pays ordinaire qui a oublié ce qui est séparatisme et djihadisme. Mais si vous voulez y arriver par faire des pactes et des accords avec des terroristes, vous allez avoir une autre guerre, vous allez avoir d'autres terroristes. Euh, Ça, je crois, les deux points euh, qui sont les plus importants. Une chose à faire, à rester solidaire et uni, et une chose à ne pas faire, c'est-à-dire de ne faire pas la paix avec des terroristes, séparatistes et djihadistes, parce euh, ils ne vont pas tenir leurs promesses, parce qu'ils parlent pas à leur propre nom.
ils parlent pas avec leur propre volonté, mais ils sont des instruments. Et les forces qui les aident, elles vont être toujours là. Donc, il faut vraiment nettoyer et éliminer les terroristes. Donc, c'est un peu ça ce que je peux vous donner comme des conseils. Très bonne note et je pense que ces conseils-là ne vont pas tomber dans l'oreille du sourd. Michael, nous vous remercions également. Votre mot de la fin. Ah, merci beaucoup, cher général. Merci beaucoup, chère audience, cher public du Mali et de l'Afrique et ceux qui nous regardent depuis d'autres endroits. J'espère que vous avez pu avoir l'idée de comment ce conflit et cette crise énergétique au Mali est vue depuis extérieur, depuis la Russie, et j'espère que ça vous a donné à comprendre les origines de cette crise et ça vous a un peu rassuré également parce que rassurer ceux qui se trouvent dans des difficultés. Pour moi, en tant qu'un ami du peuple malien, c'est très important. Merci beaucoup. Soyez solidaires et résilients. Merci solidaire et résilient, Michael, nous vous remercions. Votre passage a permis à nos téléspectateurs, à nos auditeurs de comprendre davantage sur pourquoi certaines puissances impérialistes tiennent à déstabiliser le Mali. C'est tout simplement parce que ces puissances veulent mettre un de leurs vassals, un de leurs laquais à la tête du pays et qui va pomper le pays, vendre le pays à ces puissances. Donc le peuple malien, sa résilience est une arme fatale contre ces plans machiavéliques de ces puissances impérialistes. Nous avons compris à travers vous qu'il faudrait aussi, suivant votre conseil, ne pas négocier avec des terreaux qui ne sont pas en réalité les vrais décideurs. C'est juste des mercenaires, ils sont en mission. Michael, nous vous remercions, nous saluons tous ceux qui nous ont suivis du début de cette émission jusqu'à la fin. D'ailleurs, nous leur demandons de rester branchés sur Gandhi Malian TV parce que d'autres émissions vont suivre. Quant à nous, quant à Michael et moi, nous allons vous retrouver très prochainement pour un autre numéro de l'émission Les mots de Michael. D'ici là, portez-vous bien et surtout prudence. Merci.